Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Oui, même moi je suis surpris. Je me réveille à l'instant d'une sieste de 10 minutes, ce qui fait que je suis à la fois extrêmement reposé et complètement épuisé. Dans tous les cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Et si vous êtes d'accord, on commence tout de suite. Alors, étant donné l'épisode chaotique de la dernière fois, je me suis dit que j'allais quand même essayer de préparer un minimum cet épisode-là. Donc, j'ai pas écrit de script comme auparavant, mais j'ai tout de même pris quelques notes sur lesquelles je vais m'appuyer histoire de ne pas partir dans tous les sens. Donc, ça devrait quand même être un peu mieux cette fois-ci. On croise les doigts. Comme vous l'avez vu dans le titre, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle La maison, puisque j'ai décidé de parler de maison. Oh là, j'ai mangé un clown aujourd'hui, ça va pas du tout. J'ai envie de vous parler de quelque chose que je fais. Je dirais pas jusqu'à dire souvent, mais que je fais régulièrement sans que ce soit tous les jours non plus. Mais quelquefois, il m'arrive d'aller sur Google Earth, je crois que c'est Street View, d'aller voir soit des endroits dans lesquels j'ai vécu, ou bien des endroits qui ont compté pour moi, où j'ai envie de voir ce que c'est devenu, etc. Et parmi ces choses, évidemment, il y a la maison de ma mère, qui est la maison dans laquelle j'ai grandi. Oui, dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle j'ai passé les trois quarts de ma vie. Évidemment, depuis le décès de ma mère en 2021, et depuis que j'ai quitté cette maison et que je n'y ai plus accès, j'ai tendance à aller voir un peu plus souvent pour essayer de voir les changements, etc. Et c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Je suis retourné sur Street View et j'ai constaté, avec un peu d'effroi, que il y avait eu pas mal de changements, en tout cas bon, de ce que je vois de l'extérieur. La première chose que j'ai vue qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que à l'avant de la maison, il y avait un petit coin de pelouse, quoi, sur lequel il y avait un arbre qui faisait des fleurs de lilas et il a été coupé. J'avoue que ça me surprend un peu. Je comprends pas trop pourquoi, parce que vraiment il y a rien à la place, donc je sais pas, j'imagine qu'ils ont dû planter autre chose, etc. Mais ça m'a fait un peu de peine en vérité parce que c'était un arbre que ma mère aimait beaucoup et dont elle était assez fière. Et en même temps, le lilas, c'est très beau, je trouve, et c'est assez sous-coté. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup alors que c'est une belle fleur. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, ça m'a fait un peu de peine d'imaginer que voilà, que ma mère était plus là et qu'en plus son lilas avait été coupé. Bon, bref. Et donc, le fait de faire ça et d'avoir cette réflexion-là m'a conduit à me dire que j'avais envie de vous parler du fait de se sentir chez soi et de ce qu'on aime dans certains lieux ou pas, ou voilà, et comment on finit par se considérer ou par se sentir bien chez soi. Voilà, c'est un peu flou, mais je vous assure que j'ai pris des notes et que ça devrait être un peu plus clair au cours de l'épisode. Donc déjà, je voulais vous parler de cette maison, donc la maison de ma mère dans laquelle j'ai vécu, qui, pour moi, n'est pas... comment dire, les souvenirs qui sont liés pour moi à cette maison ne sont pas très positifs. Alors évidemment, il y a des choses positives comme bah, ça, le lilas, le cerisier qu'on avait dans le jardin et d'autres choses. Mais la maison, globalement, quand j'y repense, elle n'est pas source de bons souvenirs et de beaucoup de joie. En fait, j'ai pas, comment dire, quand j'ai dû quitter cette maison, la vider et puis en partir quand ma mère est décédée, j'ai pas ressenti de tristesse, j'ai pas vraiment eu de peine parce que j'étais pas attaché à cette maison. Et ce, je pense, pour plusieurs raisons. Je vais vous en citer trois. Trois souvenirs qui sont pas très positifs, mais je vous assure que pour la suite, il y a des choses plus positives qui vont être abordées. En fait, dans cette maison, quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'angoisse. Mais en fait, ça c'est, je dis quand j'étais petit, mais en fait, ça c'est beaucoup enfin, ça s'est prolongé à l'âge adulte, mais je pense que ça s'est déclaré quand j'étais petit et que mes souvenirs d'enfance sont très marqués par ces moments-là. Notamment le fait que j'avais peur du noir. Alors j'ai toujours peur du noir, maintenant, mais comme je vis seul, ben je m'en accommode. C'est-à-dire, en fait, le problème c'est que j'ai peur du noir complet. J'ai pas peur si j'arrive à distinguer les meubles, la forme des meubles, et que j'arrive à me repérer. Et ça, je pense que ça vient de toutes ces nuits, et vraiment, ça arrivait de nombreuses fois. Et c'est un mystère pour moi, la raison pour laquelle ça arrivait aussi souvent. Parce que, vous allez comprendre, mais à chaque fois, j'avais la solution à mon problème, et le problème réapparaissait quand même. Donc j'avais peur du noir, et
Ma mère essayait de me dire qu'il fallait que je dorme avec le noir complet, que c'était important, etc. Machin. Et au beau milieu de la nuit, je pense que je devais être somnambule ou je sais pas, je me souviens me réveiller debout dans ma chambre et me dire que j'essaie de sortir de ma chambre. Donc c'est le noir complet, donc j'ai aucun repère, je vois rien. Je me dis que je suis face à la porte de ma chambre et que j'essaie de l'ouvrir, sauf qu'en fait il n'y a pas de poignée et je reconnais pas du tout la porte. Et donc je suis à tâtons et j'essaie de trouver et je n'arrive pas à l'ouvrir et ça me fait pleurer, mais je me revois pleurer en secouant l'étagère parce qu'en fait je suis face à l'étagère et pas à la porte. Vraiment, là avec le recul, je me dis mais c'est fou que ça m'ait mis dans des états pareils, mais en même temps, j'étais un enfant, donc j'ai un peu de peine pour moi aussi quand j'y repense. Surtout que je me souviens de l'état de détresse dans lequel j'étais. Donc je secouais l'étagère, et donc je pleurais vraiment à chaudes larmes en criant. Et ma mère qui rentre dans ma chambre, qui allume la lumière, et qui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et vraiment, juste, je me calme et je me dis: «Ah oui, en fait, la porte était à côté. Ah ok.» Et le fait que ma mère vienne me voir, bah après ça allait, et je me recouchais, je dormais. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et quand je vous disais que je comprenais pas pourquoi alors que j'avais la solution sous les yeux, ça réapparaissait quand même, ben, j'ai pas la réponse. Mais c'est vraiment des souvenirs qui m'ont beaucoup marqué où j'étais bloqué. J'avais vraiment l'impression que j'avais des images en fait mentales qui se créaient dans ma tête, je pense par l'angoisse. Les quatre murs de ma chambre étaient fermés, isolés et je pouvais pas sortir. J'étais bloqué à l'intérieur. Et c'est ça, je pense, qui me faisait pleurer. J'avais trop peur. Bref, gros souvenir très traumatique. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle en thérapie ou que j'aille voir une sorte de médium qui m'aide à comprendre ce qui se passait à ce moment-là, à cet âge-là. Mais oui, ça c'est un gros truc qui fait que dès le départ, cette maison n'a pas été source de... Enfin comment dire, a plutôt été source de beaucoup d'angoisse. Une autre chose qui est apparue plus tard, mais qui, et quand je dis plus tard, c'est pas beaucoup plus tard, mais qui s'est répétée, c'était les conflits avec les voisins. Ma mère était quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui était très... Bon, maintenant je m'en rends compte avec le recul, mais je pense qu'elle avait une aversion envers le bruit, de laquelle j'ai d'ailleurs hérité. Et le fait qu'on vive en lotissement, ça n'a pas aidé parce que notre jardin, on avait un tout petit jardin, donnait sur un 2 3 4 5 autres jardins. Donc les deux personnes à côté de nos voisins de gauche, nos voisins de droite, les voisins de derrière, et ceux qu'on avait en diagonale. Et les conflits... Alors au départ, c'était pas des conflits, c'était plutôt... pour moi en tout cas, c'était du stress, je pense que ma mère me redonnait. Nos voisins de derrière étaient très... ils s'engueulaient beaucoup. C'était un couple, ils avaient des enfants. Et ils criaient beaucoup, ils criaient sur les enfants, notamment le père qui était très 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 colérique. Et on l'entendait crier sur tout le monde et parfois même frapper. J'ai des souvenirs d'entendre la mère de famille qu'on voyait jamais par ailleurs, mais qu'on entendait parfois crier et dire mais arrête, arrête. Bref, désolé, j'aurais dû mettre un trigger warning, mais j'ai les souvenirs qui me reviennent en reparlant. Et en fait, ça me faisait très peur. J'avais très peur de cet homme, et sachant qu'il était très proche parce que bah, nos jardins étaient collés et notre jardin n'était vraiment pas très grand. Et surtout, ma mère, des fois, je trouvais qu'elle était complètement irresponsable parce que, ou en tout cas, elle me faisait peur et ça m'insécurisait parce que, en tant qu'enfant, parce que moi, j'avais pas le choix que de rester là, vivre avec elle et elle, enfin, vivre dans ce périmètre, quoi, avec ses voisins. Et elle, elle pouvait crier et dire mais qu'est-ce qui se passe Vous voyez, ce genre de choses. Et moi, je me disais, oh là là, mais il va y avoir un conflit, un jour il va venir et il va nous tuer, ou je sais pas. J'avais peur, quoi. Et ensuite, ces personnes-là ont fini par déménager. Et donc là, j'étais adolescent, jeune adulte. Et ils ont été remplacés par une autre famille qui, eux, n'avaient pas du tout ces problèmes-là, mais qui étaient objectivement des personnes assez bruyantes qui faisait pas mal de soirées. En fait, je pense que, j'imagine, j'en sais rien, mais je présume qu'avant d'emménager dans cette maison-là, ils n'avaient pas de jardin. Et là, le fait d'avoir un jardin, vraiment, j'avais l'impression qu'ils se disaient, on a un jardin, on va l'utiliser au max du max. Donc, ils ont eu des piscines, ils ont installé des tables de ping-pong, ils ont installé des bon, c'était, comment dire, c'était pas en même temps, hein, le jardin n'était pas si grand, mais ils ont fait beaucoup de travaux, ils ont construit un sous-sol. euh, Enfin bref, je pense qu'ils voulaient vraiment investir cette maison au max.
et sans prendre vraiment en considération le fait que il y ait des voisins autour et qui pouvaient éventuellement être incommodés. Et pareil, ma mère qui criait, qui disait mais c'est dimanche, c'est un jour férié, on fait pas les travaux les jours fériés, ce genre de choses-là. Et je pense que ça a vraiment fait monter des angoisses parce que moi je lui disais mais arrête, dis rien, etc. Et si tu vas chez les flics, faut pas qu'ils sachent que c'est nous. Enfin, moi j'avais vraiment, oui, j'avais vraiment très peur, quoi. Des conséquences surtout, des représailles. Et je sais que la nuit notamment, j'avais peur que la femme ou le mari viennent et qu'ils mettent le feu à notre maison. Enfin, je sais pas, vous voyez, des choses comme ça. Moi, en plus, je regardais New York Unité Spéciale et d'autres séries où il y avait un peu des choses comme ça, où des gens pouvaient avoir des actions complètement folles. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était possible et ça pouvait arriver dans cette petite ville dans laquelle j'habitais, dans ce petit lotissement. Bref, et donc ça me fait peur, et ça me faisait peur, et j'avais du mal à dormir le soir parce que je me disais, ça se trouve, c'est ce soir où ils ont décidé qu'ils allaient nous tuer, donc ils vont venir. En plus, je sais pas, c'est l'été, il fait chaud, ma mère a laissé la porte-fenêtre en bas ouverte. Voilà, ils vont juste sauter par-dessus la clôture, rentrer chez nous et nous tuer, ou alors ils vont faire du mal à notre chat. Enfin bref, que d'angoisse. J'espère que je vous transmets pas trop mes angoisses, mais vraiment c'était ouais, c'était stressant pour moi, quoi. Toute cette ambiance était assez lourde à vivre. Et enfin, dernière chose, comme ça on arrête avec les ondes un peu négatives, mais dernière chose qui faisait que je me sentais pas. Je pense que le vrai truc, c'est que je me sentais pas en sécurité dans cette maison. Mais enfin, ça a plus rapport avec les deux points précédents, mais là, celui-là, c'était juste, je pense, l'attachement que j'avais avec ma mère, qui faisait que, elle travaillait beaucoup en fait. Elle partait à 7 heures, elle revenait à 18 heures. Et je me souviens qu'en étant enfant, mais suffisamment âgé en quelque sorte pour rester seul chez moi, j'ai le souvenir d'être tellement stressé que ma mère ne rentre pas et qu'il lui soit arrivé. Alors, si vous me connaissez ailleurs que sur ce podcast, mais même d'ailleurs sur ce podcast, peut-être que vous aurez remarqué que j'ai énormément d'imagination. Et j'ai énormément d'imagination malgré moi. C'est-à-dire que j'ai un peu des scénarios qui se créent un peu tout seul dans ma tête. Surtout quand il s'agit de scénarios d'angoisse. Alors là, vraiment, une imagination vraiment débordante. Et à chaque fois, tous les soirs, alors je savais que ma mère arrivait à 18 heures, avec l'heure à laquelle elle quittait le bureau et le temps de trajet qu'elle avait, je savais qu'à 18 heures, elle devait être là. Même avant qu'il soit 18 heures, parce qu'on peut se dire que s'il est plus tard, j'ai peut-être un peu des raisons de m'inquiéter. Mais là, il était même pas encore 18 heures, que j'étais déjà stressé. Ce qui n'avait aucun sens en soi, parce que j'aurais au moins pu attendre l'heure à laquelle elle était censée rentrer au départ. Mais je me faisais des scénarios où je me disais, il lui est arrivé un accident sur la route, elle est soit blessée grave, soit décédée, on va m'appeler, je vais recevoir, le téléphone va sonner, on va me dire, il est arrivé malheur à votre mère. Enfin, vous voyez, une histoire comme dans les films, quoi, comme dans les séries. Et vraiment, ça me faisait stresser et je me revois devant la fenêtre de devant, en train d'attendre de voir les phares. On habitait en face d'une route. Et donc il y avait plein de voitures qui passaient la nuit, parce que souvent c'était l'hiver, et je me revois devant la fenêtre et attendre de voir les phares arriver, vous voyez, en diagonale enfin, quand ma mère rentrait en voiture et qu'elle rentrait sous le porche. Et en fait, je voyais les phares passer, et je me disais, mais est-ce qu'il y a des phares qui vont tourner? Et je pouvais pas m'empêcher d'imaginer le plus grave, quoi, le pire. Et ce qui est drôle, j'allais dire, mais c'est pas le bon mot, mais ce qui est intéressant, je dirais, c'est que à la fois j'étais stressé qu'elle ne rentre pas, et en même temps j'étais stressé qu'elle rentre, parce que je savais pas de quelle humeur elle allait rentrer, comment elle allait être, si elle avait passé une bonne journée ou pas. Et ça me stressait aussi parce que je me disais, si ça se trouve, elle va me faire des reproches, j'ai mal fait quelque chose et je m'en suis pas rendu compte. Donc c'était drôle parce que j'avais à la fois peur qu'elle rentre et qu'elle rentre pas. Donc dans tous les cas, j'étais angoissé. Et je pense que c'est ça qui fait que globalement cette maison ne m'a jamais plu, ne me manque pas, ça m'a pas fait de peine quand j'ai dû la quitter, quand j'ai dû vider la maison et la quitter, parce que c'est des souvenirs comme ceux-là qui prennent un peu toute la place quand j'y repense. Et je m'en rends d'autant plus compte parce que il m'arrive aussi souvent de regarder sur Street View la maison de mes grands-parents et je me rends compte qu'en fait c'est tout l'inverse. La maison de mes grands-parents, c'est une maison
à laquelle je pense tous les jours et qui me manque aussi. Et avec les souvenirs qui allaient avec, bien sûr. Et comme pour la maison de ma mère, je vais vous donner des petits exemples de moments de joie, des moments heureux, des moments apaisés, des moments sans angoisse que j'ai vécu dans cette maison. Le premier objet dont j'ai envie de parler, c'est un objet que j'ai encore chez moi puisque je l'ai récupéré de chez mes grands-parents parmi bon nombre de choses. Et pourtant, il y avait de la concurrence parce que mes grands-parents avaient quand même 5 enfants et on était pas mal de petits-enfants à vouloir, enfin d'enfants et de petits-enfants à vouloir des choses. Donc je suis content d'avoir pu avoir ça parce que ça me tenait vraiment à cœur. C'est le couvre-lit qu'il y avait sur le lit dans lequel je dormais quand j'allais chez eux. C'est un couvre-lit, alors vraiment, c'est un truc que je pense j'aurais jamais acheté moi-même parce que il est gris foncé avec des rayures jaunes, rouges, donc vraiment rien de transcendant. Mais quand je vois ce couvre-lit, je me rappelle de comment j'étais bien. J'arrive plus m'exprimer, vous voyez, je suis dans une telle béatitude que je ne sais plus parler. En fait, quand je dormais chez mes grands-parents, c'était des moments où, quand je dormais chez moi, en fait, chez ma mère, j'étais toujours un peu stressé, un peu angoissé, un peu sur le qui-vive. Chez mes grands-parents, je dormais, mais tranquillement, sereinement. Et d'ailleurs, je me souviens même, en tant que, oui, jeune adulte, me faire la réflexion de me dire, mais c'est bizarre parce que la maison de mes grands-parents est quand même bien plus grande. Il y a quand même plus de chances qu'on se fasse cambrioler parce qu'il y a quand même plus de choses de valeur. Il y a plus de chances aussi que j'entende pas si quelqu'un vient nous attaquer. Alors que chez ma mère, c'est quand même plus petit, je pourrais entendre. Oui, bien sûr, on fait les griffes, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Oui, je suis comme ces parents qui obligent les gens à écouter leurs enfants au téléphone. Voilà, je fais pareil avec mon chat, sauf que c'est pas volontaire. C'est elle qui insiste. Bon, apparemment, on pourra pas faire autrement qu'avoir une petite guest sur ce podcast, et je pense que ce sera sur tous les épisodes, parce que je pourrai jamais enregistrer un épisode entier sans qu'elle soit là. Du coup, je sais pas si vous l'entendez ronronner, mais bon, j'espère que ça dérange pas trop. Toujours est-il que, où j'en étais, je parlais du couvre-lit. Je disais donc que j'avais plus de chances de me faire cambrioler chez mes grands-parents, ou oui, de subir des violences d'un voleur ou je ne sais quoi, plutôt que chez ma mère, et pourtant c'était chez ma mère que j'avais ces angoisses et pas chez mes grands-parents. Voilà, c'est ça que je disais. Tout ça pour parler du couvre-lit et pour dire que je dormais dans cette chambre de façon totalement apaisée. Et pour autant, c'était pas forcément plus calme, parce qu'il y avait aussi la route qui passait devant, et on entendait, je pense que mes grands-parents avaient du simple vitrage. Peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, on entendait bien les voitures qui passaient, après il y en avait moins. Mais voilà, j'aimais bien en fait écouter les voitures passer. En plus, leurs phares faisaient des lumières sur le plafond, donc j'aimais bien regarder ça. Et ça m'apaisait avant de dormir. Et donc voilà, tout ça pour dire que ce couvre-lit, pour moi, il est lié à tous ces souvenirs-là, ces souvenirs de nuits apaisées et heureuses. Un autre souvenir qui est très 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 présent chez moi, dans cette maison, enfin un autre objet plutôt qui représente des grands moments de joie, c'était la boîte à bonbons que ma grand-mère avait dans la cuisine. Et en fait, elle me donnait quand j'allais, mais c'était à moi et à mes cousins aussi, quand on venait en vacances chez eux, on avait droit chacun à 10 bonbons par jour qu'elle nous donnait à 4 heures. Et vraiment, c'était... Alors que pourtant, chez ma mère, j'avais le droit à un placard à gâteaux entier, rempli, où je pouvais manger tout le temps, etc. Et je m'en privais pas d'ailleurs. Ce qui m'a conduit à avoir une belle addiction au sucre dont j'essaie de me sevrer maintenant. Mais ça me rendait trop heureux. C'est d'ailleurs un peu quelque chose de magique, je pense, qu'avait ma grand-mère, c'est que elle instaurait des règles et oui, elle mettait des choses en place, mais je ressentais jamais, et je pense que mes cousins c'était pareil, on ressentait jamais ça comme des contraintes. C'était des règles, mais il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de disputes. Et je pense aussi, pour moi en tout cas, pour ma part, peut-être que c'était lié au fait que je me sentais moins à l'aise. Enfin, quand je dis à l'aise, je vais dire, je me permettais moins de choses avec mes grands-parents qu'avec ma mère. Et en même temps, j'avais rien, tu vois, j'avais pas de grief contre eux. Et après, en même temps, ce qui aidait aussi, c'est que le principal, vraiment, je fais une digression immense là, mais le principal motif de conflit avec ma mère, c'était les devoirs
l'école. Et évidemment, tout ça, c'était pas du tout des sujets avec mes grands-parents, donc forcément, c'était plus apaisé. Mais les bonbons, et surtout cette boîte à bonbons, qui était assez iconique, j'arriverai pas à la décrire, mais c'était une boîte en métal avec qui était un peu couleur or, de ce que je me souviens. Vous savez à quel point j'aime les choses qui brillent. Et il y avait des points dessus, un peu en relief, qui ressemblaient à des pierres précieuses. Enfin bref, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. J'arrive pas à savoir si vous visualisez vraiment. Moi, j'ai ce à quoi elle ressemblait dans la tête. Et c'est mon cousin qui l'a récupérée, mais en vérité, ça me va très bien. Je voulais juste pas qu'elle soit perdue. Donc voilà, cette boîte et le fait qu'on ait ces bonbons, bah, c'était aussi des moments où, en général, elle nous les distribuait en plein milieu d'un jeu, quand on jouait soit au domino, soit aux petits chevaux. On jouait souvent aux petits chevaux aussi, ou des fois au Monopoly. Alors ça, j'adorais quand on jouait au Monopoly, parce que ma grand-mère vraiment se laissait ruiner jusqu'au dernier centime. Et voilà, c'était très agréable pour moi, mais voilà, que de très bons souvenirs. En plus, c'était juste après avoir mangé du gâteau, parce que ma grand-mère faisait des gâteaux, d'ailleurs je vais y revenir juste après, mais elle faisait des gâteaux excellents. Et souvent, bah, pour 4 heures, on avait aussi du gâteau. Donc, ouais, vraiment ravi. Et ça me manque beaucoup. Mais tout ça, c'était des moments qu'on passait dans la cuisine chez mes grands-parents et qui étaient des moments très heureux. Et pour terminer, il y avait une pièce qui était iconique et qui est un excellent souvenir et qui est une des raisons pour laquelle je me sentais aussi bien chez mes grands-parents, c'était la salle à manger. Alors le grand paradoxe, c'est que cette salle à manger, elle n'était jamais accessible. Elle était souvent fermée à clé et en tout cas quand on était petit avec mes cousins, on pouvait jamais y aller parce que il y avait des choses trop fragiles et le fait qu'on puisse pas y aller, c'était ça qui rendait le truc un peu sacré, un peu intéressant. Et quand on a été plus âgé et tout, bon, déjà, en fait, elle était ouverte, donc on savait ce qu'il y avait dedans et on savait à quoi elle ressemblait, mais on n'y avait jamais accès au quotidien. Elle était ouverte une fois par an pour Noël. Quand on faisait Noël chez mes grands-parents, donc avec toute la famille, tous les frères et sœurs, on allait dans la salle à manger, alors que le reste du temps, on mangeait toujours dans la cuisine, même le dimanche, quand on allait chez eux pour prendre le café, on le prenait dans la cuisine. Ils avaient une grande cuisine, qui était vraiment la pièce à vivre. Et la salle à manger, c'était un peu une sorte de musée. Et donc pour Noël, elle était ouverte. Et c'est là qu'on mangeait, donc c'est là que ma grand-mère sortait la belle vaisselle, que tout le monde était sur 131 et qu'on mangeait de la bonne nourriture, même si je pense que les trois quarts, j'en mangerai plus maintenant parce que, ben, vegan. Mais ça reste quand même de bons souvenirs. Et alors cette salle à manger, ben, déjà il y avait des lustres. Bon, il y avait des lustres un peu partout chez ma grand-mère, je pense qu'elle aimait bien ça. Et d'ailleurs, j'en ai évidemment récupéré un, qui est le lustre, qui est d'ailleurs magnifiquement dessiné sur le dessin qui illustre ce podcast. Donc il y avait ce lustre dans la salle à manger. Et il y avait des vitrines avec des verres en cristal. Ma grand-mère faisait la collection des bulldogs miniatures, fun fact. Et donc elle en avait plein qui étaient disposés, pareil, dans des vitrines. Il y avait des meubles incroyables, il y avait un espèce de chien géant, enfin pas géant, mais taille réelle, qui était en... Je me demande en quoi d'ailleurs. J'ai envie de dire en céramique, et en même temps, ça se trouve pas du tout, mais... Enfin bref, tout était très beau, c'était que des matériaux très nobles, il y avait des beaux tapis, enfin bref, cette pièce, enfin à l'époque déjà, mais même encore maintenant quand j'y repense, c'était magique. Et oui, surtout c'est lié à tous ces bons souvenirs où, bon, même si j'avais une famille où tout le monde s'engueulait tout le temps, bah, c'est comme dans toutes les familles, mais surtout on était tous réunis, on avait tous... en plus pour Noël, bah, on avait tous nos cadeaux, donc quand on rentrait quand on arrivait chez mes grands-parents et quand on rentrait dans cette salle, bah, il y avait, en général, on était 5 cousins, je pense. Mes grands-parents nous avaient acheté des chocolats et ils avaient écrit une carte, ils nous avaient mis de l'argent dedans. Et donc tout ça, c'était trop bien parce qu'on découvrait tout ça et puis après, on avait les cadeaux que tout le reste de la famille nous avait offerts. Enfin bref. Donc tout ça, c'était vraiment bien et c'était des souvenirs incroyables. Et cette pièce me manque et cette maison me manque. Avant de passer à la dernière partie du podcast, j'avais quand même envie de citer des petites choses random qu'il y avait dans cette maison, qu'il y avait chez mes grands-parents. La première, c'est l'eau de savon. Ma grand-mère avait donc il y avait donc la maison, il y avait une petite cour derrière et derrière la cour, il y avait un grand jardin que ma mère faisait que ma grand-mère faisait avec bah, là où elle cultivait des légumes, il y avait des arbres fruitiers, etc. Et dans la cour, une fois que ma grand-mère souvent faisait le jardin et j'allais avec elle pour la regarder faire, non pas pour l'aider, vraiment pour rester à côté et la regarder. Non, des fois j'essayais d'aider quand même, mais vraiment j'étais tellement pas doué que je pense qu'elle préférait même que je fasse rien. Et quand on repassait dans la cour pour rentrer dans la maison, il y avait un seau géant qui était rempli d'eau de pluie,
dans lequel ma grand-mère mettait un savon, ce qui faisait que ça se mélangeait et ça faisait de l'eau de savon, de l'eau savonneuse en fait. Ma grand-mère appelait ça de l'eau de savon. Et on se lavait les mains dedans parce que ma grand-mère disait que comme ça on n'utilisait pas trop d'eau. Vraiment une queen écolo avant l'heure finalement ma grand-mère. La deuxième chose random c'était du sucre avec de l'alcool de menthe. Peu importe ce qu'on avait comme mal, c'est-à-dire mal de ventre, mal à la tête, mal n'importe où, ma grand-mère disait que la solution c'était de manger un sucre avec de l'alcool de menthe dessus. Et vraiment, je pense que tout le monde, enfin, ma mère, mes oncles, mes tantes, on a tous mangé du sucre avec de l'alcool de menthe qui allait subitement nous sauver. Vraiment, qui est le Doliprane face au sucre avec de l'alcool de menthe? Je vous pose la question. Et la dernière chose qui me manque beaucoup, bah évidemment, j'en ai parlé un petit peu avant, mais les gâteaux. Et surtout, les beignets. Les beignets que ma mère a fait, une fois que mes grands-parents sont décédés, ma mère en a fait, enfin c'était mis comme défi et comme challenge de les faire. Ils étaient bons, mais c'était pas pareil que ceux de ma grand-mère. Et voilà, ça me rend triste de me dire que potentiellement j'en mangerai plus jamais. Mais ça reste quand même malgré tout d'excellents souvenirs. Et même les gâteaux, les tartes qu'elle faisait, tartes à la rhubarbe, tarte à l'abricot, alors que pourtant j'aime pas tant que ça l'abricot, mais la tarte à l'abricot était tellement incroyable. Et surtout qu'en plus, je peux même pas me dire que je pourrais m'y mettre moi comme ma mère l'a fait, parce que vraiment je suis incapable de faire quoi que ce soit en cuisine, et alors vraiment de la pâtisserie, mais on n'y est pas du tout. Donc voilà. Donc les beignets me manquent, mais j'y repense quand même avec un souvenir très joyeux. On arrive enfin à la dernière partie de cet épisode. J'aimerais décrire un peu ma maison idéale. Alors, tout est relatif. N'oubliez pas que ce serait ma maison idéale et je vous dis ça maintenant. Et puis, si ça se trouve, la semaine prochaine, j'aurais dit autre chose. Donc, prenez ça avec légèreté. Déjà, j'aimerais que dans ma maison, enfin, que la décoration de ma maison soit faite de choix ballsy, de choix bold, comme ceux qu'il y avait chez mes grands-parents, comme par exemple, déjà, l'escalier en marbre. Alors, l'escalier en marbre, pas du tout kids-friendly. Parce que vraiment, l'arête des marches qui pouvait t'ouvrir le crâne en deux à la moindre chute. Et surtout, le fait que tu passes avec un café, tu le tâches et c'est terminé. Vraiment des choix très risqués et en même temps des choix iconiques. Cet escalier en marbre incroyable. Et la tapisserie rouge bordeaux à relief. C'était un peu une sorte de velours d'ailleurs, je pense, la texture. Mais ça, vraiment, quand j'y repense, je me dis, mais dans quelle maison en 2025 on mettrait de la tapisserie rouge en relief? Et pourtant, je trouve ça incroyable comme choix. Donc voilà, peut-être pas forcément ces choix-là, quoique, mais en tout cas des choix aussi excentriques et risqués et osés que ceux-là. C'est une grande inspiration pour ma maison idéale. Une autre chose que j'adorerais avoir, mais ça serait dans le cas où j'ai une maison, quoique, on peut aussi le faire dans un appart, mais dans la maison de ma grand-mère, il y avait un balcon qui faisait, qui traversait 3 pièces, et le long du balcon, donc le balcon donnait sur le jardin, donc quand on était dans la cour ou dans le jardin, on voyait qu'il y avait des géraniums au balcon, et j'ai des photos qui avaient été prises à l'époque où ma mère était jeune et vivait chez mes grands-parents, et il y avait déjà des géraniums aux fenêtres, et nous, quand on y était, quand je dis nous, je vais dire les petits-enfants, il y avait aussi les géraniums aux fenêtres. Et je trouve que c'est iconique. Je trouve ça incroyable. Enfin, pas incroyable, mais je trouve ça très beau, très esthétique et très peu fait, finalement. Alors, après, je vis à Paris, alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de géraniums aux fenêtres, mais je trouve que c'est très beau et que c'est un peu sous-coté, en fait. Donc, je pense que dans ma maison idéale, il y aurait des géraniums aux fenêtres. Il y a ensuite des choses que j'ai déjà, des choses que j'ai récupérées de chez mes grands-parents, donc le fameux lustre. Il y a un vase qui est assorti avec un espèce de cendrier. Alors je sais pas exactement en quoi c'est, je pense que c'est en verre, et c'est très lourd d'ailleurs. Je me rappelle avoir gardé ces deux objets-là dans un carton quand ma mère avait vidé avec ses frères et sœurs la maison de mes grands-parents. Je me souviens que ces deux objets sont restés dans un carton dans ma chambre chez ma mère pendant jusqu'à ce que ma mère décède et que je décide, enfin que je sois obligé de tout récupérer. Et donc c'est là que je les ai vraiment ressortis. Et là je suis en train de regarder le vase, il est posé sur ma table basse. Et alors comment le décrire? Il est orange et bleu. Encore une fois, c'est très spécial. Je pense qu'il y a une photo où il apparaît sur Instagram. Comme ça vous pourrez le voir.
Des choses que j'ai récupérées, il y a aussi le solitaire. Alors moi j'adore les babioles. Ceux qui me connaissent le savent. Si vous ne me connaissez pas dans la vraie vie, je vous le dis, j'adore les babioles. Alors j'aime pas accumuler parce que j'aime bien voyager léger. Par exemple, des choses que je referais pas, c'est accumuler des livres. Là j'en ai déjà bien assez. J'en ai pas beaucoup, je pense que j'en ai 10 peut-être maximum. Et j'en veux pas plus. Je lis beaucoup de livres, mais je les prends à la bibliothèque parce que je veux les prendre, les lire et les rendre. Je veux surtout pas les garder chez moi parce que ma mère achetait beaucoup de livres, avait une bibliothèque, alors pas gigantesque, mais assez conséquente. Enfin, elle avait plusieurs bibliothèques en vérité, c'est plutôt ça la vérité. Et quand j'ai dû vider sa maison, bah, c'était un calvaire d'essayer de trouver des personnes à qui donner les livres. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Parce qu'en vérité, c'était très rare qu'elle relise des livres qu'elle avait déjà. Elle prenait des livres à la bibliothèque aussi, donc en fait, ces livres, c'était des livres qu'elle avait achetés ou qu'on lui avait offerts et qu'elle avait gardés par respect. Moi, je veux pas qu'on m'offre de livres. Alors, si on m'en offre, évidemment, je les garde, hein. Mais je suis très picky sur ce que je veux garder chez moi parce que je veux continuer à voyager léger et je trouve que les livres, c'est typiquement quelque chose qu'on a tendance à accumuler et je veux pas ça. C'était une parenthèse, les livres, parce que je disais que j'adore les petites babioles. J'ai un baromètre. Alors, Romain, si tu écoutes cet épisode, je persiste et signe que c'est un baromètre, même si tout le monde dit que c'est un thermomètre, que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Je l'adore et j'ai pas envie de m'en séparer, même s'il marche pas, ça m'intéresse pas. Je suis trop content de l'avoir. Donc j'ai ça, j'ai un petit bulldog doré, une petite figurine de bulldog que j'ai récupéré de la vitrine de la salle à manger de ma grand-mère, si vous suivez. J'ai un solitaire, donc vous savez le jeu avec les billes là. Je mettrai peut-être aussi une photo sur Instagram que j'ai récupéré cette fois de chez ma mère. Donc c'est un plateau, un petit plateau en marbre avec des billes. D'ailleurs, il y en a une qui est pas la même que les autres parce que je pense que j'ai dû la perdre. Bref, j'ai des petites babioles comme ça, donc des petites choses que j'ai récupérées chez ma mère ou chez mes grands-parents qui me tiennent à cœur. Il y a des meubles aussi, il y a une lampe, la lampe de chevet que ma mère avait à côté de son lit. Je me rends compte en fait en parlant que je suis très attaché aux objets et j'aime bien les choses qui ont du vécu et qui me rappellent de doux souvenirs. Et sinon, parce que c'est quand même au départ, je devais parler de ma maison idéale, et ben je pense que je garderai mes rideaux qui sont assez controversés. C'est des rideaux bleus que j'ai fait faire sur mesure au marché Saint-Pierre, car je suis ce genre de bobo, en tout cas je l'étais quand j'ai emménagé à Paris, je sais pas pour qui je me prenais, donc j'ai payé beaucoup trop cher pour ce que c'est, parce qu'en vrai c'est un tissu même pas tellement occultant, mais qui est... C'était la couleur en fait. C'est une sorte de bleu, je saurais pas trop comment le décrire, mais les rideaux bleus, j'aime bien ça. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'était qu'ils ne descendent pas jusque par terre, parce que j'ai horreur des rideaux qui descendent jusque par terre. Et je crois que c'est tendance, je sais pas si ça l'est encore, mais à l'époque où je les ai achetés, c'était tendance. Et pour moi, c'était hors de question. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils détestaient mes rideaux, mais c'est pas grave parce que moi je les aime. Et c'est tout ce qui compte. Donc, justice pour les rideaux. Moi, je les aime beaucoup. Et surtout, arrêtez de faire traîner vos rideaux par terre parce que c'est pas hygiénique, quoi. C'est dégueulasse. C'est pas pratique pour faire l'aspirateur. Moi, j'ai un chat, j'ai pas envie qu'il y ait comment dire, une couche de poils qui s'accumule sur le bas des rideaux. Donc, non. Très content de mes rideaux tels qu'ils sont. Et j'assume. Et voilà. Et j'avoue que j'ai pas pris plus de notes sur ce que j'aimerais avoir comme objet pour constituer ma maison idéale, mais bon, je pense que j'ai déjà assez parlé. Je pense que l'épisode va être assez long, ce qui va ravir certains d'entre vous qui se plaignaient que l'épisode précédent soit trop court. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. J'ai eu l'impression à la fois de me confier et en même temps de réfléchir un peu sur la question en parlant. Donc c'était assez agréable. J'espère que ça vous a occupé pendant un petit moment, que c'était pas trop rébarbatif et que c'était, je n'irai pas jusqu'à dire intéressant, mais que c'était peut-être un peu divertissant pour vous. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. Merci d'être toujours à l'écoute et d'être à l'affût des nouvelles sorties. J'essaye d'être un peu plus régulier, mais bon, je ne vais rien promettre. On apprend de ses erreurs ici, en tout cas on essaye. Je disais donc, je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Bisous.